Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par dire que j'étais lossoise enfant, adolescente, et puis que j'ai fait une petite parenthèse ailleurs, mais quand on vient de l'os, on revient à l'os. Donc, du coup, je suis revenue et je me suis installée comme sophrologue il y a quelques années, pas loin, là, sur la place de Los Angeles. Et avant, donc, j'étais pharmacienne. J'ai eu cette pharmacie et ça s'appelait la pharmacie du bien-être. Et je crois que tout ce qui a motivé ma vie, toujours, avant, maintenant et tout le temps, c'est le bien-être des gens. Je crois que de par mon éducation, j'ai toujours été amenée à ça. Et c'est vraiment mon moteur. Donc, après cette pharmacie, bon, suite à, on va dire, à la faveur ou la défaveur d'un accident de la vie, je me suis orientée vers des techniques de bien-être. J'ai quitté la pharmacie, je suis devenue donc sophrologue. J'ai également fait d'autres études comme la morphopsychologie, le reiki, la relaxation non verbale, pour pouvoir amener du bien-être aux gens. Et puis, j'ai créé donc un centre de bien-être avec une salle de séminaire et puis également 2 gîtes. Et là-dessus, c'était en 2019. Donc ce centre, il s'est appelé l'Instant Présent. Il s'appelle toujours comme ça. Et puis est arrivé le Covid. Donc là, catastrophe, parce que au début, je me suis effondrée parce que vraiment, je suis repartie de zéro. J'ai créé ce centre vraiment en repartant de zéro. Et tout s'écroulait. J'avais plus rien, financièrement plus rien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, après ce petit temps de panique, je me suis dit, c'est tout, on va voir le positif de la chose. Et le positif, c'était que j'étais dans un cadre merveilleux, il y avait un temps magnifique, j'étais avec mes 4 enfants, avec également ma maman. Et du coup, c'est devenu quelque chose comme une atmosphère très calme, très sereine et qui faisait du bien à tout le monde de se retrouver ensemble, de se poser. Et des moments qu'on n'a jamais le temps de faire quand on travaille. Voilà. Et là, j'ai commencé à regarder autour de moi. Je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des gens qui n'avaient pas cette chance, qui étaient dans des tout petits appartements, des personnes âgées qui étaient coincées dans les foyers de personnes âgées. C'était très compliqué. Il y avait des femmes battues, il y avait des enfants aussi qui étaient maltraités parce qu'il y avait une promiscuité qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Et à ce moment-là, il y a la mairie qui a lancé cette aide à la personne. Et alors là, c'était pour moi comme une évidence. Et du coup, je me suis tout de suite inscrite à cette cellule de solidarité. Et comme j'avais, je pense, cette formation médicale, j'ai eu, je ne vais pas dire en charge, mais je suis allée vers un couple qui avait vraiment de gros problèmes de santé. Je vais boire un petit coup. Et en plus, je renverse. C'est pas grave. Donc, du coup, je suis allée voir ces gens. Et effectivement, de par le Covid, la dame qui avait de très gros problèmes de santé ne pouvait plus suivre son traitement à l'hôpital, mais elle était obligée de le suivre chez elle. Donc ça, c'était très, très angoissant pour elle. Son mari avait également des problèmes de santé très sérieux. Donc je me suis occupée d'eux pour faire leurs courses, d'abord. Je leur téléphonais plusieurs fois par semaine pour savoir comment ils allaient. Et puis j'ai fait leurs courses. Donc ça a commencé comme ça. Et puis on a commencé à parler. Et le premier truc très rigolo, c'est que, en fait, dans une enveloppe à la mairie, ils avaient mis les masques qu'on devait donner aux gens. Et c'était écrit Famille Frima. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous avez connu mon père qui était quand même qui a fait beaucoup à l'os avec le papa de Jean-François. Et la dame, je lui donne l'enveloppe et elle me dit si un jour on m'avait dit que je ferais partie de la famille Frima, c'était. Et du coup, ça a mis déjà quelque chose de
de beau entre nous. Et finalement, elle a commencé à me confier sa vie, ses problèmes. Et je me suis aperçue qu'elle avait beaucoup de soucis pour prendre ses rendez-vous médicaux. Elle était très, très angoissée. Donc, je me suis investie aussi pour tout ce qui était médical pour eux. Les rendez-vous, si ils ne savaient pas se servir d'un ordinateur, de Doctolib, tout ça. Donc, tout ça, j'ai fait aussi. Et puis, elle était toujours très angoissée. Elle me disait qu'elle ne dormait pas. Et puis, je suis sophrologue. Donc là, je me suis dit quand même, c'est incroyable d'avoir cet outil-là et de ne pas pouvoir s'en servir. Donc, j'ai cherché une façon. Et puis, on a fait de la sophrologie, moi sur le trottoir et elle dans son couloir. Donc, je restais dehors et avec mon masque. Et puis, elle était dans le couloir de sa maison. Et je lui ai expliqué les exercices de respiration. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de fou rire parce que c'est quand même, vous m'imaginez sur un trottoir, au milieu de maison, en train de faire mes exercices de respiration. Et puis elle, dans son couloir, à la fois, à les faire. Donc c'est vrai qu'il y avait un comique de situation quand même. Et puis au bout de quelques semaines, elle me dit ça y est, je dors, j'ai réussi à redormir. Donc c'était très chouette. Puis elle n'arrivait plus du tout à sortir de chez elle. Donc, et puis les marchés à l'os, au début, ils étaient interdits. Et après, ils ont été de nouveau réouverts. Donc au début, elle m'envoyait au marché. Et puis un jour, j'arrive pour faire ses courses. Et donc, elle me donne sa liste. Quand je reviens des courses, personne. Donc je m'étonne quand même, je l'appelle. Puis elle me dit « Oh, excusez-moi, je suis partie au marché ». Et alors là, c'est vrai que j'aurais pu dire, mais zut, elle exagère quand même, je vais faire ses courses et puis elle va au marché. Mais en fait, non, j'étais tellement contente que ça y est, elle ose sortir de chez elle que, voilà, c'est ça qui était très, très chouette. Donc, entre ces gens et moi, il s'est vraiment passé une alliance, quelque chose de beau. Et puis, je leur ai dit, maintenant, si vous avez besoin, je reste là. Mais l'homme, il a quand même cette capacité à s'adapter. Et je pense qu'eux, ils se sont adaptés à la situation. Ils ont réussi à sortir. Et voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on en sort grandi de cette expérience. Et quelque chose qui me motive toujours, je pense qu'il y a plein de gens qui la connaissent ici, c'est cette légende du colibri. Donc je vais me permettre de vous la raconter parce que c'est quelque chose qui me fait toujours avancer. C'est une légende où en fait il y a une forêt qui est en feu et tous les animaux vont dans tous les sens complètement apeurés. Et là, il y a un petit colibri qui lui, prend quelques gouttes d'eau et puis qui va les mettre sur les flammes. Et à un moment, il y a le tatou qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fous ? En fait, ça sert à rien ce que tu fais d'aller mettre quelques gouttes comme ça. Ça sert à rien. » Et lui, il répond « Je fais ma part. » Et je crois que si chacun fait sa part, on a tous des destins différents. Donc, il y a des personnes qui ont des destins où ils vont avoir une grande part et d'autres une petite part. Mais chaque part est importante. Et donc, chacun fait sa part. Et puis, si j'arrive à m'en souvenir, je vais essayer de vous redire une citation. C'est que la beauté de ce monde, c'est la générosité, la compassion, le partage, qui sont des valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse, qui est celle de l'amour. C'est Pierre Rabhi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui a écrit cette phrase. Et vous voyez, ce qui me motive tout le temps, c'est l'amour pour les gens. Et je pense qu'une chose qui peut nous faire sortir de tout ce marasme, c'est l'amour. Voilà. Quel talent. Bravo. Alors, le principe est simple. Je vais vous poser une question. Quelle émotion, en quoi ça vous a touché, ce que Catherine Frima vous a raconté ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro et partager ?
faut qu'il y en ait une qui lance. Je suis admirative. Non, mais c'est très court et concis. Je pense la même chose. Bravo Catherine, je trouve que tu as un optimisme formidable. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ça peut que nous pousser, nous, de l'avant. On sent qu'il y a des trémolos dans la voix. Moi, ce qui m'a touché, c'est Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu le comique de situation sur le trottoir, avec la dame dans son couloir. Ça, j'imagine la scène dans ma tête et je pense que je suis pas prêt de l'oublier. Mais ce qui m'a marqué, c'est... Alors, l'histoire du colibri, ça peut paraître un peu incroyable, mais alors, honnêtement, j'en ai entendu parler 1 milliard de fois, mais jamais entendu raconter jusqu'au bout. Et donc, du coup, voilà, j'ai là aussi des images dans la tête avec l'oiseau qui jette quelques gouttes sur les flammes. Et j'avoue que des fois, moi, dans mon travail, c'est ce que ça me renvoie aussi. Le sentiment de nager à contre-courant ou d'envoyer quelques gouttes sur un incendie. Et voilà. Mais en fait, je me dis, au fond, je fais ma part. Voilà. Donc, j'ai ressenti quelque chose en commun avec vous, en tout cas à travers l'histoire du colibri. Mais en tout cas, oui, je comprends. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, c'est moi qui suis sur le fauteuil, mais on était plein dans cette cellule de solidarité. Et en fait, je pense que c'est tout ce même élan qui nous a tous entraînés là-dedans. Et donc, à tous ces gens qui ont été, pas seulement moi, mais tous les autres... Voilà, je voudrais leur rendre hommage à tous ceux qui ont été dans cette cellule, quoi. Voilà, et qui ont mis qui ont fait leur colibri. Est-ce qu'il y en a certains dans le public qui ont fait partie de cette cellule ? Vous voulez nous raconter un peu Non ? En quoi, alors pas pour parler de vous, mais pour parler de Catherine. En quoi c'est important ce qu'elle a fait ? La beauté du geste déjà. Et puis l'investissement. Moi, j'avais 2 petites mamies à m'occuper et nous sommes restés en contact, même 1 an après. Et c'est bien. J'ai croisé d'autres personnes dans le même immeuble et on a tissé des liens et on se voit encore pour le petit café, le petit gâteau. Voilà, les petites mamies sont contentes et puis moi aussi. Ça me fait plaisir de les rencontrer de temps en temps. Voilà. En quoi c'est important ce qu'on entend là ? Vous voulez réagir ? Je suis pas tuyauté. Mais c'est important parce que c'est ce qu'on dit toujours à l'autre, c'est le bien vivre ensemble. Et pour bien vivre ensemble, il faut avoir de l'empathie, il faut... Enfin, comme disait Catherine, il faut, puis surtout comme elle le fait, c'est être bienveillant avec les gens dès le début. Enfin, voilà, regarder les gens avec bienveillance et non pas, comme tu disais tout à l'heure, avec le mépris, etc. Ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Après, chacun fait sa petite part de colibri, une grosse part, une petite part, ça, mais déjà, ça, c'est le premier pas important. On a entendu dans l'histoire de Catherine que la mairie avait lancé cette cellule de solidarité. Ça vient d'où, cette initiative ? Là non plus, c'est pas commandé. Quand ça nous est arrivé comme ça, cette situation de crise, en fait, il y a une cellule de crise qui s'est mise en route au niveau de la mairie. Et en fait, on a dû tous apprendre à faire face à la situation et à imaginer des façons de faire pour agir dans l'urgence, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cet appel à... déjà, on devait faire un registre et recenser toutes les personnes vulnérables. Et donc, il y en avait beaucoup, des personnes isolées. Et en face de ça, l'idée, c'était de mettre des gens qui acceptaient de donner du temps et pour aller les aider, en fait. Et donc, après, moi, j'ai eu ce rôle-là aussi, c'était d'essayer de mettre en face les uns et les autres. Et avec une difficulté parfois, c'était parce que c'était une responsabilité assez forte, je trouve. C'est pour ça que, Catherine, tu dis j'avais un passé médical. Et par rapport à des gens qui avaient des gros problèmes de santé, effectivement, c'était assez évident qu'on facilitait ça.
Mais parfois, c'était pas si évident de faire cette démarche parce qu'on connaissait pas forcément les gens. En fait, ça se gérait tout par téléphone parce que je vous rappelle qu'on était confinés et que on n'allait pas voir les gens à cette période-là, quoi. Donc ça s'est organisé, mais après, on pensait aussi que c'était pas si facile pour les gens qui allaient aider des familles ou des couples de personnes isolées, des personnes âgées, de vivre ça. Et on a mis aussi en place des réunions le soir en visio pour pouvoir débriefer un peu de ce qui se passait et pouvoir éviter aussi que les gens se trouvent en difficulté, parce qu'il y en a eu aussi des difficultés. Là, on a un super exemple, mais il y a eu des cas où c'était un peu plus compliqué. Il y a eu des gens qui ont abusé aussi de cette aide que la mairie a apportée, où il y a des enfants qui habitaient dans la commune et qui n'allaient pas forcément aider leurs parents et qui faisaient appel à la mairie. Enfin, il y a eu un tas de situations différentes voilà, qu'on a vécues. Ou après, dans les gens qui étaient aidés ou qui demandaient des choses, aller acheter une tondeuse ou des choses comme ça. Enfin, il y a eu plein de cas de figure qui étaient assez ahurissantes. Mais au cœur de ça, il y a eu des très belles histoires aussi et des relations. Moi, je retiens, c'est qu'il y a des relations qui continuent, en fait. Et donc, ça fait aussi des belles histoires. Mais vraiment, on a inventé tous ensemble, en faisant, chemin faisant, parce que personne n'avait jamais vécu ça. Et donc, la mairie, comme les personnes qui sont intervenues bénévolement, ont dû apprendre à faire. Et c'est ce qu'on a fait. Pour vous, Catherine, ça a été toujours aussi simple. On a l'impression que quand vous racontez votre histoire, on sent l'engagement, l'empathie. Ça a été absolument tranquille comme ça tout le temps? En gros, oui. Mais ce qui a été difficile, c'était de savoir jusqu'où je pouvais aider. Par exemple, au niveau médical, je téléphonais à l'hôpital, au médecin, mais à un moment, elle me demandait de la conduire. Et jusqu'où ça allait, en fait, où fallait s'arrêter. Et ça, c'est vrai que j'en avais même parlé à la réunion qu'on avait en visio, parce que c'est pas forcément évident. Il faut, je pense, avoir une limite et savoir où on s'arrête, quoi. Donc ça pouvait être une difficulté. Et quel apprentissage vous avez eu ensemble pour poser cette limite? Eh bien, je lui ai dit que ce qu'elle pouvait faire, c'est essayer de trouver une solution, elle, pour aller à l'hôpital, et que si vraiment, vraiment, elle ne trouvait pas de solution, j'irais. Et en fait, elle en a trouvé une. Donc voilà, je lui ai laissé quand même une porte de sortie. Voilà. Vous l'avez invité à se responsabiliser aussi un peu. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Sur la responsabilisation? Jean-François, tu fais partie du public. Je voulais savoir si j'avais le droit de parler. Parce que tu as le droit de parler. Premier TEDx, pas le premier, tu m'avais dit que j'avais pas le droit de parler. Donc, je suis un peu strict des fois. Mais j'ai changé, tu vois. Catherine est une amie d'enfance, je le précise, parce que je suis très fier de l'entendre parler comme ça. On était à l'école ensemble et ça me touche beaucoup, Catherine, de t'écouter. Beaucoup. Non, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une dimension très politique à cet endroit-là. Pas politique au sens de ce qu'on voit à la télé, les partis et tout ça. Faire de la politique, c'est faire société. Et on peut faire société en mettant en place des dispositifs qui tombent d'en haut et qui développent des services. Et on dit à l'action publique, c'est à elle de faire. Et on est dans un monde de plus en plus individualiste et matérialiste. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Et la question de la solidarité est une question qui devient compliquée, parce qu'effectivement, si les enfants s'occupent plus de leurs parents, par exemple, ça commence à devenir compliqué. Et donc, il y a une limite à une action publique qui serait de faire à la place des gens. Et c'est compliqué, cette affaire. Comme tu le dis toi-même, à quel endroit je mets la limite de... Bon. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'il y a une partie d'action publique, au sens de ce que Christine vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre.
minimum, sinon c'est juste la solidarité entre les personnes, et ça, il y en a entre voisins, etc. Mais là, il faut franchir un cran pour offrir un cadre, la sécurité, mettre en connexion les personnes. Et en même temps, c'est les habitants qui font l'action politique au sens noble du terme. Voilà, je voulais juste le dire parce que c'est une question essentielle, je trouve, de l'action politique. Est-ce que je paye mes impôts, j'y ai droit, il n'y a qu'à Faucon, et puis pour le reste, laissez-moi jouir de tout. Voilà, c'est la question de la responsabilité, en fait, notre responsabilité individuelle. Et je trouve que dans l'exemple que tu donnes, Catherine, il y a les deux. Il y a cet engagement personnel de ta propre responsabilité, de ton envie d'être solidaire. Il y a un minimum de cadre organisationnel et ça produit, quelquefois je parle du mot puissance publique. La puissance publique, c'est les pouvoirs publics, pour le coup la municipalité, et les acteurs. Et quand les deux se combinent, ça fait de la puissance. Puissance au sens de faire société ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais en fait, si je peux rebondir, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François, parce que en fait, si cette action n'avait pas été au départ impulsée par la mairie, ça se serait pas passé tout ça. Et donc, c'est là vraiment que je trouve ça génial de faire ce partenariat, c'est que la mairie, elle a donné l'impulsion, et puis elle a donné aussi presque les couples, quoi, enfin les habitants à aider et les dents. Et après, le reste, ça s'est fait par les personnes concernées. Mais au départ, s'il n'y avait pas eu la mairie au départ, ça ne se serait pas fait, en fait, ou ça se serait fait à plus petite échelle. Donc ça, c'est vrai. Et vous aviez conscience, parce qu'avec Christine, en tant qu'adjointe qui a pris en charge, elle l'a expliqué, cette cellule, elle a parlé beaucoup de difficultés, en disant que c'était compliqué, etc. Vous aviez conscience, au moment où il y avait ce lancement de la cellule, des difficultés qui pouvaient se vivre au niveau de la mairie pour lancer tout ça? Ou c'est quelque chose qui est passé inaperçu? Non. Parce que je me disais, pour répertorier toutes les personnes, arriver à coordonner tout ça, ça a dû demander un travail titanesque. Non, ça, si, j'en ai eu conscience. Nous, on est au bout de la chaîne. Une chaîne de solidarité. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup, Catherine, de votre témoignage et de la sincérité de vos propos.